laisse maintenant la parole à Madame Claire-Emmanuelle Moreau, seconde secrétaire de la conférence, pour son discours « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été ». Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers inconnus, chers tous, ce soir, je ne discours pas. Ce soir, je me confesse. Oui, il est temps que j'assume publiquement et solennellement ce que je cache depuis trop longtemps. Un secret inavoué qui se claque-mure au fond de ma poitrine depuis ma plus tendre enfance. Oui, il est temps que cette ombre qui se terre derrière moi, ce souffle qui me porte depuis toujours, soit révélé au grand jour. Ce soir, je ressens le besoin intense, presque oppressant, de vous offrir ma vérité. Celle qui ne se dit pas, celle qui se tait, celle qui ne se montre pas par peur d'être moquée. Cette vérité qui se cache dans le silence de nos âmes ébranlées. Ce soir, je ne peux plus taire cette vérité. Je dois la libérer avant qu'elle ne me brûle, avant qu'elle ne me consume. Alors je vais vous le dire, mes chers confrères, chers tous, Madame la ministre, j'ai de l'espoir. Et là, je sais ce que vous vous dites. Mais quelle audace! Quelle prise de risque, quelle classe, quel charisme, quels cheveux, quel nez! Malgré cet éveil des sens, je vous prierai de rester concentrés. Oui, restons concentrés parce qu'il est facile de se disperser lorsqu'on évoque l'espoir. On y voit un sujet creux qui ne mérite pas réflexion. On y voit une passion vulgaire qui fait vivre les crédules, les naïfs et les simples d'esprit. On se dit qu'il est à la portée de tous et qu'il n'est pas difficile d'avoir de l'espoir, que c'est un simple outil inventé par l'homme pour ne pas se confronter à la réalité, que l'espoir n'est qu'un réconfortant mécanisme psychique consistant à imaginer des lendemains sans problème afin de mieux supporter les débâcles du quotidien. L'espoir ne serait qu'une projection d'un avenir fantasmé, édulcoré, en somme une illusion. Pire encore, celui qui ne ferait qu'espérer n'agirait pas. Il se contenterait de fuir le monde dans lequel il a été jeté. L'espoir, à l'état brut, ne serait qu'un mirage inatteignable, une chimère incandescente. J'ai connaissance de tout ce dont on l'accuse. J'ai pleine conscience de toutes ses failles. Mais j'ai aussi et surtout conscience du fait qu'il est difficile aujourd'hui de parler d'espoir, de positivité et d'optimisme sans passer pour un imbécile heureux ou un chanteur de gospel. À tous les désenchantés, déprimés et névrosés présents dans cette salle, en somme mes confrères, c'est particulièrement à vous que je m'adresse. Je pense qu'il est temps de prendre au sérieux les imbéciles heureux, les chanteurs de gospel et les médiateurs de justice. Oui, ces individus d'apparence rêveurs et méditatifs doivent être pris au sérieux. Non, ils ne sont pas que des tentatives préalables avortées, des prétextes politiques ou des échecs ambulants. Une personne pleine d'espoir est un allié de choix. Elle est dotée d'un optimisme sans faille. État de guerre, épidémie, tempête mondiale, crise budgétaire, rien ne peut l'arrêter. Précarité, échec, désespoir amoureux, licenciement sans préavis, l'optimiste résiste encore et toujours. Lorsque le moral est au plus bas, lorsque notre existence nous échappe, que nous n'avons plus le goût de rien, l'optimiste est là, souriant, réconfortant, stimulant. Alors de prime abord, il nous désespère, certes, mais il nous empêche de sombrer. Sans sa présence, voyez-vous, nous serions tous condamnés à un état de guerre perpétuel. Nous n'aurions plus foi en rien, nous ne pourrions plus nous supporter. Un optimiste qui disparaît, c'est un espoir de vivre ensemble paisible qui s'éteint.
Mes chers sceptiques, vos complaintes sont légitimes, je les entends, c'est vrai. Nous vivons dans un monde désenchanté, en manque de repères, les rapports sociaux se sont distendus et la plupart de nos échanges sonnent faux. Je connais aussi votre aversion pour l'injonction au bonheur qui inonde notre quotidien, cette injonction qui nous dicte notre conduite et nous ordonne d'être heureux. Cette idée que l'on véhicule, vous savez, et selon laquelle notre bonheur relève de notre entière responsabilité. Moi-même, grande optimiste que je suis, je n'y suis pas insensible. Il est vrai qu'il est pesant, que l'on nous rappelle sans cesse que nous devons être heureux, que nous devons réussir, que nous devons travailler, sociabiliser, prendre soin de nous, prendre soin des autres, que nous devons lire, faire du sport, acheter une maison, un chien, un vélo électrique et avoir un jardin. Il est vrai qu'il n'est plus supportable que dès le matin au petit déjeuner, même le sachet de notre thé se mette à l'injonction et scande des slogans complaisants. Que ce sachet arrogant, saveur jasmin, nous enjoigne de ne pas remettre sa vie à demain, de planter un coquelicot, de respirer, d'ouvrir les yeux et de vivre. Ce sachet de thé met de mauvaise humeur. Et je ne vous parle pas de la tasse Ikea qui accompagne généreusement ce breuvage et qui porte cette inscription au dos en gros et en gras. Claire Emmanuel, tu es une personne merveilleuse. Crois en toi. Il est vrai qu'il est détestable que l'on se contente chaque jour de se saluer faussement en se lançant des « comment vas-tu » dynamiques et enjouées, alors qu'en réalité, nous espérons tous intimement, intensément, que la réponse ne soit surtout pas négative, car nous n'avons pas le temps. Qu'il est difficile, dans de sombres moments, qu'un optimiste empli d'espoir nous recommande de bien manger, de bien dormir, et nous assure que surtout notre souffrance passera bientôt, que demain est un autre jour, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ces envolées positives, aux allures simplettes et simplistes, nous gênent parfois, nous embarrassent souvent, mais elles n'en demeurent pas moins essentielles à l'équilibre de ce monde fait de temps divers. Imaginez un monde sans élan positif, sans espoir, quel qu'il soit. Un monde sans espoir, pour moi, c'est un monde sans soleil. C'est un monde sans lumière. C'est un monde sans vie et je n'en veux pas. Non, moi, je veux que l'on continue de se saluer de manière enjouée, que l'on s'abandonne au plaisir du rêve d'un jour meilleur. Je veux que l'on se lance dans des projets même perdus d'avance, que l'on se jette à corps perdu dans le fantasme de l'avenir, que l'on se fatigue à s'enthousiasmer sur du rien, sur du tout. Je veux que l'on se réconforte quand les temps sont durs. Je veux que l'on se soutienne quand le mal nous frappe. Je veux que l'on entretienne encore et toujours cette flamme incandescente qu'est l'espoir. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers tous, j'ai de l'espoir. C'est plus fort que moi et je ne lutterai pas. Cet espoir me porte dans cette grande et belle profession qu'est celle de l'avocature. Quand je mets ma robe, je tremble. J'ai peur, puis je me ressaisis, car je ne suis pas seule. Lorsque je mets cette robe, j'ai cette intime conviction que je porte sur mes épaules, non pas la misère du monde, mais les oripeaux de celles et ceux qui m'ont précédée. Chaque point de couture, chaque fil, chaque courbe porte l'histoire de celles et ceux qui l'ont portée avant moi. Robert Badinter, Gisèle Halimi, Jean-Yves Moyard, Dimaître Maud, Hervé Temim, Jeanne Chauvin et bien d'autres. Ils sont toutes et tous à mes côtés et ils me portent. Leur espoir me porte, leur combat m'élève et me soutient. Et avec toute cette histoire, avec toute cette richesse, avec tout cet espoir, mes chers confrères, je peux vous assurer que lorsque je procède au dépôt d'un dossier, je le fais avec panache, avec toute la force et la conviction du monde. Je relève mes manches, je regarde la présidente dans les yeux, je lui tends mon dossier et je lui dis « Merci, Madame la Présidente ».
Mais dans ma tête, mes chers confrères, je lui dis bien plus que cela. Je lui dis, Madame la Présidente, voici mon dossier de plaidoirie, que je ne plaiderai pas certes, et j'en suis bien attristée, car, voyez-vous, ce destin humain, ce petit bout de vie si complexe comme toute part d'humanité enserrée dans ce dossier, aurait bien mérité quelques mots. Je sais que notre justice souffre d'un manque de moyens saillants, en temps et en argent, que vous agonisez sous les dossiers, quoique je souffre du même mal. Mais vous savez, Madame la Présidente, je garde espoir. Oui, je nous vois toutes les deux, ensemble, travaillant main dans la main et prenant le temps de la bonne décision. C'est donc toujours pleine d'espoir que je me contenterai de déposer cette tranche de vie blessée entre vos mains, vous, autorité judiciaire, gardienne de nos droits et libertés. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers tous, chaque élan d'espoir est une promesse pour demain. L'espoir vit dans l'hiver. Et c'est ce que je trouve de plus beau, d'admirable et d'honorable dans l'humanité. Ce que je chéris le plus et par-dessus tout dans mon existence. Des hommes et des femmes ont marqué notre histoire parce qu'ils avaient cela en eux. Ce n'est pas leur souffrance qui nous marque ou encore l'horreur dans laquelle ils ont pu vivre ou grandir, c'est leur combat. Ce combat invincible qui ne s'arrête pas même en hiver. Ce sont ces cicatrices-là que j'admire. Ces cicatrices-là. Celles de Boris Cyrulnik qui, la nuit, écrivait des soleils. Celle de Daniel Cohen, grand économiste français, récemment disparu et à qui je rends hommage, qui n'a jamais cessé de se battre, d'écrire et d'éclairer, même dans la maladie. Celle de Madame la ministre, Christiane Taubira, présente ce soir, qui, dans l'hiver glacial du code de l'indigénat, s'est élevée au nom de la dignité. Celle de Simone Veil, qui, malgré les menaces, les intimidations et les tentatives d'extermination, a porté tout au long de sa vie notre intégrité à bout de bras. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers inconnus, chers tous, quelles sont belles ces cicatrices!